Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Wang Weiqiao. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui à la rencontre de Wang Weiqiao, aussi appelée Weiwei, qui est guide de kayak et qui pratique aussi la pêche en apnée. Elle avait été interviewée récemment par le service chinois de RTI et j'ai eu envie de vous partager ce qu'elle raconte. Alors pour commencer, elle présente son travail principal. J'organise des activités de canoë-kayak pour des grands groupes. C'est généralement des initiations. Après, il y a aussi des formations plus avancées, personnalisées, selon les besoins des clients. Ça peut aussi être une activité originale de team building. Nos clients peuvent être des agences de voyage, des entreprises qui organisent une activité pour leurs employés, des groupes scolaires ou toutes sortes de camps. En ce qui concerne la sécurité, outre le fait qu'il y ait plusieurs guides, moniteurs, monitrices de kayak qui accompagnent toujours ces sorties, tout le monde doit avoir un gilet de sauvetage et puis il y a aussi le type de kayak utilisé. Les kayaks que nous utilisons sont du style assis sur le dessus. Ils sont très stables et comme nous kayakons en fleuve, l'eau est plus calme. Les sorties sont dans le fleuve Shuangxi à Gongliao, dans le Nouveau-Taipei. Nous pouvons avoir 170 personnes pour une sortie. Certains kayaks permettent de s'asseoir à l'intérieur en rentrant les jambes avec une jupe kayak imperméable. À l'origine, ce sont les Inuits qui ont inventé ce système pour leur canoë. Mais nous utilisons des kayaks plus modernes, assis sur le dessus. Si jamais le bateau se retourne, c'est dangereux si on a les jambes bloquées. Mais avec les assis sur le dessus, on n'est pas attaché du tout. Si on tombe à l'eau, le bateau est expulsé et on flotte avec le gilet de sauvetage. Les guides sont toujours là et interviennent tout de suite. Avant de commencer, on explique aussi comment utiliser les gilets de sauvetage. Certains gilets de sauvetage permettent de flotter, mais ne font pas nécessairement se retourner si on a le visage en bas. Les gilets de sauvetage plus chers ont un système de flottage qui fait que peu importe comment on tombe à l'eau, on se retrouvera toujours la tête vers le haut et on ne boira pas la tasse, mais donc il peut y avoir les deux types de gilets de sauvetage et c'est important de savoir lequel on a et comment faire si on se retrouve à boire la tasse. Les kayaks monoplaces sont utilisés par les guides parce qu'ils sont plus réactifs, plus maniables pour les sauvetages ou pour prendre des photos. Les kayaks biplaces sont plus longs. Si on compare à une voiture, par exemple, une petite sera plus mobile, tandis qu'une grande prendra plus de temps à tourner, mais elle aura une plus grande inertie. Il existe aussi des kayaks plus grands, comme les modèles 4 places. Et puis à Taïwan, il y a un autre type de kayak qui peut accueillir plus de monde. Ce sont les bateaux dragons qui peuvent accueillir 12 personnes pour les petits et 18 personnes pour les grands. Mais pour rester sur les monoplaces et biplaces, Weiwei explique que le kayak reste quand même quelque chose qui est de plus en plus en vogue à Taïwan parce qu'on trouve aussi plus facilement des kayaks. Et il y a parfois des centres commerciaux, des magasins d'activités d'extérieur à Taïwan qui proposent le matériel, les kayaks, les pagaies, etc. Et avant, en fait, il n'y avait pas ces magasins, donc c'était très cher de les importer soi-même et presque personne n'en avait. Alors Weiwei est guide de kayak depuis maintenant 17 ans et elle explique que traditionnellement, la mer et les activités aquatiques étaient des espaces plutôt fermés aux femmes. Maintenant, le kayak est une activité qui est largement féminisée. Il y a 10 ans, nous avons lancé un projet avec un questionnaire systématique après chaque activité pour avoir des statistiques. Et en fait, chaque année, il y a plus de femmes que d'hommes qui participent aux activités. Parmi les professionnels dans l'entreprise, les femmes sont plus nombreuses. Aussi, environ 80% des guides sont des femmes. Il y a certes besoin d'une certaine force physique pour pagayer et pour porter les kayaks, qui pèsent 28 kilos chacun. Mais après, c'est aussi beaucoup une question de technique. Et puis, pour être guide, il faut aussi savoir communiquer, observer et faire attention aux détails, à l'environnement, aux changements de vent et de courant, à la condition physique et mentale des élèves. Maintenant, à Taïwan, vous pouvez trouver des centres qui proposent des activités de kayak, non seulement à Gongliao, donc près de Fulong, mais aussi du côté de Hualien, près de Qingshui Duan'an, donc la falaise très à pic entre Su'ao et Hualien, où les paysages sont magnifiques, là donc c'est vraiment en mer, tandis qu'à Gongliao, le point de départ est dans le fleuve, même si c'est possible après d'aller jusqu'à l'océan en sortant à Fulong.
Et puis un troisième point de kayak important à Taïwan, c'est Xiaoliuqiu, une petite île au large de Kaohsiung. Wei Wei est originaire de Taichung. Elle explique comment elle a découvert le kayak et comment sa vie a changé en habitant en bord de mer. J'ai étudié la gestion de loisirs à l'université et c'est comme ça que j'ai été en contact avec le kayak et d'autres activités. Avant, j'étais basketteuse. J'étais enfermée dans les gymnases pendant une dizaine d'années. Je n'aime pas le bruit. En ville, j'avais toujours du mal à dormir. Au bord de la mer, c'est beaucoup plus tranquille. Il y a surtout des personnes âgées qui habitent là et qui vont se coucher à 8h30 du soir. C'est très tranquille. J'avais envie de ça. Et c'est aussi plus simple. Par exemple, je peux compter sur les doigts d'une main les petits stands de nourriture. Ce manque de choix a aussi poussé Wei Wei à cuisiner elle-même. Et quand on habite au bord de la mer, ce qu'on cuisine parfois, ce sont les produits de la mer. Et ça nous amène à cette deuxième partie de l'entretien avec Wei Wei qui est autour de la pêche. Et elle explique comment elle a commencé à aller ramasser des coquillages. Parmi les guides de notre équipe, il y a aussi des pêcheurs locaux. Après le travail, un nous a proposé de nous emmener faire un tour. On pensait que ce serait une promenade dans un parc ou quelque chose du style, mais il nous a emmenés au bord de la mer avec des filets et des outils et nous a montré comment les utiliser. La première étape, c'est de ramasser des coquillages sur l'estran. Il nous disait simplement « celui-là est bon, celui-là est amer, celui-là ne se mange pas », sans jamais donner les noms des coquillages, juste ce qui est bon ou pas à manger. Comme outil, on avait des tournevis plats. Les patelles sont collées au rocher avec un effet ventouse, on ne peut pas les ramasser à main nue. Il nous a appris à les décoller et à compter le temps. Si les patelles ont peur, elles vont s'accrocher très fort et il n'y a rien à faire. Donc il faut attendre un certain temps pour pouvoir les décoller avec un tournevis. Après, on a appris des choses plus avancées comme pêcher des oursins au crochet ou bien reconnaître l'oursin bonnet de prêtre parce qu'il se déguise. Il s'accroche des algues et devient invisible. Les vieux pêcheurs locaux en attrapaient beaucoup et nous les jeunes on revenait bredouille ou juste avec des petites berniques. C'est en allant nager avec les pêcheurs qui savent plonger et qui leur ont montré qu'après elle a appris à reconnaître elle-même l'oursin bonnet de prêtre. Pour pêcher, elle plonge donc en apnée sans bonbonne et parfois jusqu'à 5 ou 6 mètres de profondeur. Au début, je ne savais pas plonger en apnée, mais pour pouvoir pêcher, j'ai pris des cours pour apprendre à gérer la pression des oreilles, les techniques pour retenir la respiration longtemps, pour connaître ce qui se passe quand on ne respire pas un certain temps, quand le corps envoie un signal d'alarme, par exemple, quand on a le goût de fer dans la bouche, etc. Pêcher en apnée reste quelque chose de dangereux. C'est pour cela qu'il faut toujours être au moins 2 lorsque l'on va plonger en apnée. Ça leur permet de récolter des coquillages, des bigorneaux, des oursins, mais aussi des palourdes. Les palourdes sont le top du top. Pour les trouver, il faut savoir identifier leur siphon à la surface du sable. Ensuite, il faut plonger quand même assez profondément, à environ 5 ou 6 mètres, puis creuser dans le sable pour les débusquer et les sortir. Une palourde est un peu plus petite que la paume de la main. Cela fait maintenant 12 ou 13 ans que je pêche. Les 3 premières années, je ramassais surtout des coquillages et petit à petit, de plus en plus de choses. Ces 2 dernières années, j'ai aussi pris beaucoup de crabes. J'en mets dans le gruau de riz, dans les nouilles de riz ou bien je les fais frire directement. Wei Wei affirme avoir observé une diminution des espèces et des quantités de certains fruits de mer ou poissons ces dernières années. Elle dit que c'est très évident notamment pour les oursins. Pour les crabes, ça va encore, mais les oursins bonnets de prêtre, par exemple, sont assez faciles à pêcher. Et donc maintenant, il y a une règle qui a été mise en place et qui interdit de pêcher les oursins de moins de 8 cm. Wei Wei, elle, va pêcher de temps en temps, mais vraiment en tant que loisir et pas pour la vente. Pour moi, c'est surtout un loisir, parce que le travail est parfois assez stressant quand il faut gérer les clients, la météo, c'est assez lourd. Donc, quand on a un jour libre avec quelques collègues, on se dit qu'on va faire trempette et on se retrouve au bord de l'eau à 5 minutes à pied derrière chez moi. On met les palmes, on va nager, après tout le monde ne sait pas pêcher. Sur un groupe de 5, on est 2 à pêcher, les autres sont vraiment juste là pour faire trempette. Et nous 2, on s'occupe de ramener le repas que je prépare le soir. Ils pêchent ce qu'ils ont besoin pour manger un repas avec les personnes présentes ce jour-là. Elle explique que dans le coin, les personnes qui font de la pêche en apnée sont surtout des hommes qui vont parfois en bateau près des récifs qui sont un peu plus au large et plongent là-bas où il y a plus à récolter.
Nous arrivons au terme de cet entretien avec Wang Weichang ou Weiwei, qui est guide de kayak à Gongliao sur le fleuve Shuangxi dans le Nouveau Taipei et qui pratique aussi la pêche en apnée. J'espère que cette émission vous aura intéressé. C'était donc Femmes d'ombre, Femmes de lumière, présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Et pour finir, je vous laisse écouter cette chanson de Fu Doru qui s'appelle Taiping Yang de Fong, le vent du Pacifique. 最早的一件衣裳，最早的一片雾霾，最早的一个故乡。 最早的一件往事是太平洋的风，徐徐吹来，吹过我所有的全部。若曾赤子刮刮落地的披风，丝丝若细。 有人的身体，吹过多少人的脸颊，吹上了我的太平洋的风，一直在吹。最早世界的感觉，最早感觉。 的世界，无影婆娑，在辽阔无际的海洋，盘落华工那坚固的风台和平原，吹上山，吹落山，吹起的美丽的山谷，太平洋的风一直在吹。 最早母亲的感觉，最早的一份决心，最多无数的孤苦船帆，迎接了宁静的港湾，穿梭在美丽的海峡上，用3年美无穷的海岸，吹着你。 吹着我，吹着你草原的歌谣，太平洋的风一直在吹。那太平洋的风徐徐吹，吹进了生命的深处。
最早和平的感觉，最早感觉的和平，微弱斑斑的帝国旗帜，飞翔出我们的槟榔树叶，太平洋的风一直在吹，遥远的北方的蔚蓝花香。吹进了我们的村庄，吹开我最爱的窗。当太平洋的风徐徐吹来，吹过真正的太平。吹来，吹过真正的太平。最早的一片感觉，最早的一片是